David Benamou avec nous en visioconférence, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Bonjour et bienvenue David. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons les sujets les uns après les autres. La question qui se pose un peu moins de 2 jours après la résolution du cas Crédit Suisse en Suisse est de savoir si ce week-end en Suisse a permis de résoudre plus de problèmes qu'il n'en a potentiellement créé pour demain. Je rappelle quelques éléments qui attirent l'œil quand même quand on regarde un peu froidement la manière dont le cas Crédit Suisse a été résolu. Il a fallu s'arranger avec la loi en urgence via une ordonnance du Conseil fédéral qui a notamment abouti à retirer le droit de vote des actionnaires sur la transaction qui a été scellée ce week-end. Il a fallu créer un ensemble X fois plus systémique que UBS et Crédit Suisse pris séparément, puisque la taille de bilan d'UBS et de Crédit Suisse combinée doit représenter peut-être 3-4 fois le PIB de la Suisse aujourd'hui. Et il a fallu également jeter le doute sur une classe d'actifs clés pour le financement et la structure de capital des banques européennes, depuis la crise Lehman notamment, en effaçant la valeur de 17 milliards d'obligations hybrides convertibles, quand les actionnaires, eux, vont récupérer malgré tout quelques miettes, puisque le détenteur d'une action Crédit Suisse a droit dans ce deal à 0,044 actions UBS. Est-ce que ce deal, David, malgré les imperfections que je soulève, qui étaient peut-être nécessaires, permet de restaurer la confiance au sein du secteur bancaire européen aujourd'hui ? Alors la réponse est oui, parce que Crédit Suisse, ça faisait quand même bien longtemps qu'on savait que Crédit Suisse avait des problèmes, et c'est essentiellement lié au temps que Crédit Suisse a mis pour rentrer dans une phase de restructuration, restructurer sa banque d'investissement. C'était la dernière, après Deutsche Bank, qui a engagé sa restructuration en 2019 et qui est aujourd'hui redevenue une banque profitable. Deutsche Bank a fait son meilleur trimestre, je crois que c'était le 3e trimestre l'année dernière, historique de toute l'histoire de la banque. Donc, comme quoi, dès qu'on engage une restructuration, si on la prend à temps, on arrive à remettre sur les rails une banque. Donc de ce point de vue-là, le sauvetage de Crédit Suisse met un terme au maillon faible qu'on avait en Europe, pardon. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, David, sur les points que j'ai pu soulever, est-ce que les imperfections, ce que j'appelle les imperfections du deal, ou les arrangements qui étaient peut-être nécessaires, avec, j'allais dire, une horloge qui a tourné tout le week-end pour pouvoir annoncer un deal avant l'ouverture des marchés, est-ce que ces arrangements vont laisser des traces ? Est-ce qu'ils vont soulever des questions peut-être de moyen long terme sur le fonctionnement du système bancaire et du système financier en Europe ? Alors là, la réponse est oui, parce que c'est à peu près l'inverse de ce que nous pensons que les Suisses auraient dû faire. En 2008, lorsque la Suisse a sauvé UBS, elle a appliqué en fait un système de bail-out en fait très très simple, entrée au capital, déplacement d'actifs compromis à peu près 63 milliards qui ont été refinancés sous la garantie de l'État. La fin de l'histoire, c'est que la Confédération a récupéré des milliards de francs suisses de bénéfices de cette opération, et que UBS est devenue une banque normale, profitable, et qui a ensuite fonctionné normalement. Là, ce qui a été fait, ça va être très compliqué à gérer. D'abord parce que on crée une banque systémique d'une taille considérable pour la Suisse, avec tous les problèmes que ça va poser. On charge en fait UBS de restructurer la banque d'investissement de Crédit Suisse, et ça probablement que UBS voulait s'éviter cette charge. C'est toujours de la bande passante prise pour le management et les équipes à des choses qui sont compliquées et lourdes à gérer. On crée un overlap considérable sur les salariés. Il y a des risques d'avoir des dizaines de milliers de licenciements de ce fait-là. Donc on cumule vraiment des problèmes en fait considérables sur la nouvelle entité. Et effectivement, au passage, il y a un discrédit qui s'est instauré dans le marché suite à la décision étonnante, contestée d'ailleurs en tout cas par d'autres autorités européennes, de
décidé de ramener à zéro des porteurs obligataires subordonnés, alors même que les actionnaires vont se faire offrir un prix de cession. Donc là, on a une opération qui est vraiment plus qu'étonnante, qui est probablement une assez mauvaise solution qui a été trouvée, avec des dégâts collatéraux au passage, qui entachent assez largement, je dirais, la réputation à la fois de la FINMA et de la place financière suisse. Oui, parmi les critiques les plus virulentes que j'ai pu lire contre ce deal, beaucoup de critiques viennent de Suisses et d'acteurs suisses eux-mêmes, David. Sur ce marché des obligations subordonnées, ces fameuses AT1, Coco Bonds, etc., ces obligations hybrides qui ont connu un essor post-Lehman jusqu'à représenter peut-être plus de 250 milliards d'euros de marché aujourd'hui, qui sont devenus des outils clés pour le financement bancaire, pour la consolidation de la structure du capital des banques en Europe. Est-ce que c'est un marché qui existe encore aujourd'hui, David, ou est-ce que c'est un marché qui est mort ? Alors, c'est un marché qui est d'abord qui est très important. Ça fait partie de l'accord de Bâle, ça représente à peu près 15% du capital réglementaire des banques, et c'est vraiment une partie du capital stack, entre guillemets, dont les banques ont besoin pour fonctionner. Alors, hier matin, après l'annonce qui a eu lieu dimanche, le marché des AT1 était en très très forte baisse, hein, à peu près moins 15 points. Et puis très rapidement, les autorités européennes et puis aussi anglaises ont réagi, ont publié un communiqué pour expliquer que ce qui avait été fait en Suisse ne pourrait pas être fait dans l'Union européenne ni en Angleterre. Simplement, en fait, on respecte le rang de hiérarchie des créances, et quand une banque fait faillite ou est en difficulté ou fait des pertes, on applique d'abord les pertes aux actionnaires avant de les remonter aux obligataires. Donc suite à cette annonce, le marché s'est stabilisé et ce matin, le marché était en forte hausse, c'était à nouveau assez compliqué de trouver du papier. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que le marché a fait la différence grâce à l'intervention, aux déclarations des autorités européennes, ce qui pose la question des banques suisses, puisque ce qui a été fait ce week-end pose une véritable question sur l'attitude du régulateur en Suisse. Et il y aura probablement une discrimination qui se fera entre le prix auquel les obligations subordonnées en Suisse vont traiter et celles dans le reste de l'Europe et peut-être dans le reste du monde. Il y a le consensus de marché, effectivement, David, et qui est soutenu par des aspects légaux. L'idée qu'on ne rince pas des créanciers, aussi juniors soient-ils, avant d'avoir rincé les actionnaires dans le cadre d'une résolution bancaire comme celle de Crédit Suisse. Il y a aussi les aspects contractuels qui peuvent être spécifiques et très différents d'une obligation à l'autre, d'un émetteur à l'autre. David, l'information est publique, hein, je ne trahis pas de secret, mais en tant que spécialiste de l'investissement dans le secteur bancaire, chez Axiom, vous détenez des positions sur ce marché des AT1 et sur les AT1 Crédit Suisse notamment, pour le compte de vos clients. À ce stade, quelle est votre analyse de la possibilité de vous porter en justice sur les décisions prises par la FINMA ce week-end ? Alors, le marché des AT1 de Crédit Suisse, c'était à peu près 10% du marché des AT1. Donc, c'est quelque chose qui est considérable. Donc, il y a énormément de groupes qui sont en train de se constituer. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais on agira évidemment dans l'intérêt de nos porteurs. Il est très, très vraisemblable qu'il y ait un contentieux qui s'organise sur le sujet, parce que, évidemment, les brèches qui ont été réalisées par la FINMA sont vraiment évidentes, que ce soit la hiérarchie des créances ou le principe de no creditor worse off, qui a un principe fondamental, hein, qui prévoit que lorsqu'une banque est en liquidation, si l'État décide d'intervenir et de la nationaliser et d'exproprier les porteurs obligataires, eh bien, ceux-ci doivent être indemnisés à hauteur de ce qu'ils auraient touché si on procédait à une liquidation simple de la banque. De toute évidence, Crédit Suisse, avec plus de 14% de capital réglementaire,
des ratios de liquidité au-dessus de la moyenne et les autorités répétant à qui voulait l'entendre que la banque était solvable, n'étaient pas dans une situation où ces obligations devaient valoir zéro. Donc effectivement, il y aura des suites, ça paraît évident. C'est l'argument que Crédit Suisse aurait atteint un point de non-viabilité d'une certaine manière, qui peut être soumis à discussion, à débat et voire à recours juridique. Oui, alors il y aura, je pense qu'il y aura pas mal de points juridiques délicats compte tenu du fait que les autorités ont changé la loi à la dernière minute, mais je crois que le principe vraiment clé, c'est celui que je viens de citer avant, le principe no creditor worse off, c'est-à-dire que si vous liquidez la banque, quelle que soit la question du point de non-viabilité, eh bien l'indemnisation que vous devez aux obligataires doit être au moins égale à celle qu'ils auraient reçue si vous liquidez tout simplement la banque. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure aujourd'hui, David, du cas d'investissement des banques européennes à ce stade, après les événements qu'on a connus, après 2 jours de soulagement, que ce soit sur la partie action et sur la partie obligataire, comme vous le signaliez, sachant que la valorisation du secteur bancaire côté action est retombée quand même à des niveaux très faibles, pour dire les choses simplement, à des niveaux de crise même, David. Alors absolument, on est revenu à des niveaux qui sont légèrement au-dessus de ceux de la crise de 2008 en price earning, on est à peu près à 6 fois. Donc c'est évidemment extrêmement bas, mais c'est lié à cette affaire Crédit Suisse, aux inquiétudes aussi aux États-Unis. Il y a eu je dirais un sentiment de défiance qui s'est dégagé en fait à l'égard du secteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on est dans un contexte où le secteur bancaire européen est d'abord évidemment extrêmement bien capitalisé, mais surtout est sur des trajectoires de résultats qui sont extrêmement fortes. On a à nouveau atteint un retour sur actif au-dessus de 50 points de base, donc qui étaient les retours sur actifs qu'on avait avant la crise de 2008. Et pareil pour le retour sur fonds propres, on est en train de revenir à des niveaux qui sont entre 10 et 15%. Donc on a une profitabilité aujourd'hui qui est en décalage en fait total avec les valorisations et les sentiments de marché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est à quelques semaines maintenant des résultats trimestriels. Donc il y avait la semaine dernière la conférence de Morgan Stanley où on avait les premières indications sur les trajectoires de revenus, et les trajectoires de revenus sont vraiment très très bonnes et pour certaines au-delà de ce qu'attend le consensus. Donc on va avoir probablement un très très bon trimestre là sur le secteur qui probablement devrait soutenir les valorisations et les ramener vers des niveaux normaux. La vérité des résultats, voilà, ce sera l'enjeu donc pour le secteur bancaire européen, au-delà de ces moments de soulagement post-deal entre UBS et Crédit Suisse. Merci beaucoup pour votre éclairage toujours précieux sur ces situations bancaires. David Benhamou qui est avec nous en visioconférence, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments.